BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. C'est le jour J, les Américains votent, c'est l'élection présidentielle américaine que l'on vous fait vivre sur BFM Business depuis ce matin, tout au long de la soirée et puis bien sûr demain lorsqu'on aura les premiers résultats. Deux candidats, deux visions de l'Amérique, deux visions de son économie aussi. À quelques heures, je le disais, des résultats du scrutin, on analyse tout ça avec nos invités qui sont en ligne. Nous sommes avec Sylvie Matelli, économiste, directrice adjointe de l'IRIS, John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabeau, et Dominique Simonet, journaliste, auteur des Secrets de la Maison Blanche. Ils sont tous à distance, confinement oblige et distanciation sociale. Là, on ne pourra pas mieux les respecter. Je vais commencer avec vous, Sylvie Matelli, économiste, directrice adjointe de l'IRIS. Un mot d'abord, rapidement, sur ce vote anticipé. Plus de 92 millions d'électeurs ont voté par correspondance. C'est beaucoup plus qu'en 2016. Je crois que c'est 34 millions de plus qu'en 2016. Alors il y a le Covid qui est passé par là, bien sûr. Donc on a moins voulu aller se déplacer dans les bureaux de vote. Mais ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est aussi qu'on peut observer que selon les États qui recensent cet indicateur, que ce sont les démocrates qui sont 2 fois plus nombreux que les républicains à être allés voter en avance. Parmi ces early voters, 50% de démocrates, 25% de républicains, 20% sans affiliation. Est-ce que déjà on peut analyser ces premières données ? Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qui était anticipé par les experts depuis plusieurs mois, parce qu'on sait que l'élection de 2016 a chopé justement par un manque de participation du côté démocrate. Les jeunes en particulier, ou les populations les plus défavorisées, en particulier les populations noires américaines, qui avaient plus de difficultés à aller voter un mardi parce qu'elles étaient éloignées d'un bureau de vote, mais aussi parce qu'elles travaillaient en semaine et qu'elles avaient plus de difficultés peut-être à se libérer, à prendre un peu de temps dans leur journée de travail, comparé à des populations qui ont des boulots peut-être un peu plus flexibles. Et donc on avait anticipé ça depuis des mois, cette volonté des démocrates cette fois-ci d'aller voter et de profiter du vote à distance pour le faire. Néanmoins, alors il y a la question du Covid aussi qui explique pourquoi les démocrates votent plus massivement en ligne. Vous l'avez dit, il y a quand même autour de la pandémie, il y a quand même eu 2 approches radicalement différentes. L'approche de Trump, est-ce qu'on peut la qualifier d'approche des républicains? J'en suis pas sûre, mais l'approche de Trump qui était de dire mais nous sommes plus forts que la maladie, nous allons nous en sortir, pas besoin de masques, on peut faire des grands meetings, etc. Et puis l'approche de Joe Biden, et là pour le coup du Parti démocrate et des électeurs démocrates, et on le voit très clairement quand on regarde des vidéos sur les élections américaines ces dernières semaines, où tout le monde est masqué, tout le monde respecte la distanciation sociale, et on a l'impression qu'on craint plus le Covid, en tout cas on s'en méfie beaucoup plus, et on respecte beaucoup plus les gestes barrières que les républicains. Par contre, il y a quelque chose d'assez nouveau sur ce vote, c'est que les républicains ont quand même, moins massivement que les démocrates, mais ont quand même voté en ligne. Donc on voit qu'il y a une mobilisation extrêmement forte de l'électorat, et que tous les moyens de vote sont employés par tous les électeurs aujourd'hui aux États-Unis. Sylvie Matelli, rapidement, on s'attend aussi à un taux de participation plus élevé qu'en 2016. La participation aux États-Unis est traditionnellement faible, autour de 65% contre plutôt 75% si on compare à la France. On sait que les électeurs ont un profil plus jeune en 2020 qu'il y a 4 ans, et qu'ils veulent aussi voter Trump. Si on regarde les intentions de vote des Américains qui ont entre 18 et 29 ans, ils sont 63% à voter Biden, pardon, je crois que j'ai dit Trump, à vouloir voter Biden. Est-ce qu'on peut interpréter ces premiers taux de participation et ces premières tendances ? Je crois qu'on est dans une élection qui, pour la première fois depuis bien longtemps, propose 2 modèles de société radicalement opposés. Vous avez un modèle ultra-conservateur qui est le modèle de Trump, qui est un modèle fondé sur la suprématie de l'homme blanc, sur le travail, les valeurs traditionnelles, sur tout un ensemble, le refus de l'avortement, la remise en cause des droits de certaines minorités, comme les minorités LGBTI par exemple. Et puis de l'autre côté, vous
vous avez les démocrates, traditionnellement beaucoup plus centristes qu'ils ne le sont cette fois-ci, qui sont aujourd'hui attirés plutôt vers la gauche, qualifiés d'ailleurs par les républicains de socialistes pour certains candidats. Regardez les critiques qui ont été faites à Kamala Harris si jamais elle venait à arriver au pouvoir. Trump lui-même a exprimé ses craintes sur l'arrivée au pouvoir, si c'est le cas, si la vice-présidente devient un jour présidente, d'une socialiste aux États-Unis, ce qui est quasiment une injure aux États-Unis. Oui. Dominique Simonet, vous êtes journaliste, auteur des Secrets de la Maison-Blanche. Le portrait robot là qu'on est en train de dresser de l'électeur américain avec cette population plus jeune qui va avoir son importance aussi dans ce scrutin, ça va avoir des conséquences là sur l'issue sur les résultats qu'on aura demain? Oui, bien sûr. Ça vient d'être dit, c'est une Amérique qui est très très divisée, qui est non seulement divisée, mais qui a été épuisée en plus, épuisée par cette épidémie, épuisée par 4 ans d'une présidence, je dirais, un peu hystérique qui a secoué sans arrêt la nation américaine, et pas seulement la nation américaine d'ailleurs. Et donc il y a une grande peur, il y a une incertitude, il y a un manque d'espoir. Et je crois qu'il y a surtout de la part des électeurs le désir d'être entendu, le désir que sa voix puisse compter véritablement, d'où cette forte participation déjà avant l'élection. Vous disiez qu'il y avait 92 millions d'électeurs qui ont déjà voté avant le 3 novembre. Voilà. D'où les longues files qu'on a pu voir d'attente dans les grandes villes un peu partout. Il y a cette volonté absolument de peser parce que, comme ça vient d'être dit, effectivement, il y a un choix, disons grosso modo, ça se résume à un référendum pour ou contre Trump, hein, et avec des voix très très divergentes, peut-être pas aussi divergentes qu'on le dirait, mais quand même assez fortes. Oui. Passons tout de suite là sur le programme économique, c'est ce qui va nous intéresser. Oui. Je vous demandais des réponses courtes, s'il vous plaît, à tous les trois, parce que j'aimerais que la parole puisse circuler entre vous. Comme vous êtes à distance, c'est pas évident. Et puis il nous reste 10 minutes. Sur le programme économique, Trump plaide pour une poursuite des baisses d'impôts. Hein. Sa réforme fiscale en 2017, il avait déjà baissé l'impôt sur les sociétés de 35 à 21%. Biden veut le ramener à 28%. Ils ont tous les deux bien sûr des objectifs de création d'emplois. Bon, on a des chiffres qui circulent. Trump veut créer 10 millions d'emplois, notamment en relocalisant. L'objectif, c'est 5 millions du côté de Biden. Sylvie Matelli à l'Iris, le président des entreprises, est-ce que c'est Trump? Est-ce que c'est toujours Trump? Il avait été avantagé par sa politique fiscale auprès des grandes entreprises américaines. Certaines industries américaines, challengées par les Européens, par les Chinois, ont bien profité de ce mandat quand même. Alors, je dirais pas forcément le président des entreprises parce qu'il fait pas l'unanimité. On se rappelle ses déboires et ses oppositions ou ses petites confrontations avec les GAFAM. Par contre, le président de Wall Street, ça c'est clair et net. Et il a très largement soutenu par ses politiques en matière de finances, mais aussi ses politiques économiques. Il a largement soutenu la croissance économique américaine jusqu'à la pandémie. Et donc, bien évidemment, la dynamique des marchés financiers aux États-Unis. Après, encore une fois, ça dépend vraiment des entreprises, puisque du côté de Biden, il y a la volonté d'avoir une sorte de pacte vert, comme le font les Européens, d'investir massivement dans la transition énergétique. Donc là aussi, ça défavorise bien évidemment certains secteurs qui sont des soutiens traditionnels de Trump, mais ça peut favoriser l'émergence de nouvelles activités. Vous parliez de Wall Street, on va y revenir dans une minute avec John Plassard. J'aimerais avoir votre analyse là-dessus. D'abord, repenchons-nous là, sur les tensions commerciales qui ont rythmé le mandat de Donald Trump avec l'Europe, avec la Chine. Une guerre qui n'a pas vraiment réduit de manière significative le déficit commercial. Écoutez toutes les explications d'Elphine Liu. Pour tenter d'apaiser les tensions commerciales avec Washington, Pékin s'était engagé au début de l'année à acheter pour 200 milliards de dollars de biens américains supplémentaires sur 2 ans. Or, en septembre, l'excédent commercial chinois avec les États-Unis a bondi de près de 19% sur un an. La faute notamment, expliquent les experts,
à la bonne santé des distributeurs américains, gros importateurs de produits chinois. Par ailleurs, la hausse des tarifs douaniers entre les deux pays s'est parfois avérée contre-productive. Les États-Unis ont vu par exemple leurs exportations de soja vers la Chine s'effondrer de plus de 10 milliards de dollars en un an. L'activité des importateurs de produits chinois, électroniques ou prêt-à-porter a aussi été lourdement pénalisée. Ils ont dû augmenter leurs prix ou réduire leur gamme. Enfin, en lançant sa guerre commerciale avec la Chine, Donald Trump espérait relocaliser des emplois sur le sol américain. Mais contrairement aux promesses, le président n'a pas fait revenir les usines aux États-Unis. Le secteur manufacturier représente aujourd'hui moins de 10% du PIB. John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabeau, merci d'être également avec nous. Cette guerre commerciale, elle a marqué le mandat de Donald Trump très clairement là, sur le volet économique. Bonjour Erwan, oui tout à fait. En fait, premièrement, il a redonné espoir aux États-Unis que la taxation puisse être un peu plus neutre, parce qu'on rappelle ici que les Chinois taxent plus les Américains que l'inverse. Il faut rappeler aussi ici que 71% des Américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, pensent qu'ils ne font pas confiance aux Chinois. Donc c'est un discours qui parle à tout un Américain. Et ici, on a vu que c'était l'espoir pour les Américains et surtout pour les agriculteurs qui sont près de 3 millions d'électeurs, qu'on rachète massivement leurs produits. Mais comme il a été dit, eh bien, c'est un peu la douche froide qui a eu lieu. Déjà, par la situation et la prépondérance à l'agressivité de la part de Donald Trump, et deux, évidemment, le coronavirus est passé par là. Oui. Donc, on fait très attention ici à ce qui pourrait se passer lors du prochain mandat, que ce soit Donald Trump ou Joe Biden. Un très bon bilan quand même pour Donald Trump du côté de Wall Street, des marchés financiers, un des meilleurs bilans depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, plus 50% pour le Dow Jones, 112% pour le Nasdaq. Clinton avait fait mieux, 230% de hausse, mais c'était sur 2 mandats. Est-ce qu'aujourd'hui on attend aussi le futur président sur les sujets de l'emploi et peut-être d'ailleurs que c'est aussi un point positif, un argument pour Donald Trump. Je crois que les chiffres de l'emploi vont être publiés, mais malheureusement pour lui, ça sera après l'élection. Alors on a vu que depuis la crise du coronavirus, évidemment l'emploi est devenu, le chômage a baissé et potentiellement on pourrait voir une nouvelle baisse ce vendredi. Évidemment, vous l'avez dit, c'est trop tard. Je pense qu'ici Wall Street parie sur une autre chose, parie surtout sur une décision claire cette nuit. Il faut surtout pas qu'il y ait un recomptage des voix, parce que ça ce serait le scénario catastrophe, en tout cas sur le très court terme pour Wall Street. Il faut qu'il y ait une décision claire, c'est-à-dire ou une vague bleu, un Sénat démocrate et un président démocrate, ou eh bien Donald Trump fasse un deuxième mandat avec un Sénat républicain. C'est là où il faut parier, et je dirais que l'économie globalement viendra après, mais les marchés, c'est surtout ce qu'ils vont sur ces points sur lesquels ils vont se focaliser. Oui, et les marchés peut-être aussi, d'un mot, John Plassard, s'adaptent à la potentielle victoire de Biden. Ils sont en train de s'adapter à la potentielle victoire de Joe Biden. On l'a vu, c'est surtout les valeurs cycliques et même l'énergie qui est en train de remonter. On a vu aussi les valeurs bancaires, ce qui paraît assez bizarre, mais c'est sur la hausse potentielle des rendements si Joe Biden devait être élu que les marchés parient, et on est en train de s'adapter. On est en train en fait de se dire que même si les démocrates devaient imposer des nouvelles taxes et réglementations, les incitations à la consommation et à l'investissement prévu ferait plus que compenser ce frein. Donc ce serait un balle au centre, et donc pas aussi dramatique qu'on pouvait l'estimer il y a quelques mois. Bon, des très bons résultats financiers, du côté de Wall Street, bien sûr, sur tout un tas de secteurs. Montée effarante des GAFA. Ils sont effectivement dans la balance. La Silicon Valley a déjà fait son choix et soutient clairement le candidat démocrate. Les GAFA sont parmi d'ailleurs les principaux contributeurs avec l'ensemble de leurs salariés de la campagne de Joe Biden. On est loin de l'histoire d'amour dont on avait été témoin à l'époque dans les années Obama. Biden, qui critique autant les GAFA que Trump, apparaît comme un moindre mal. Écoutez Simon Tenenbaum.
La Silicon Valley espère un traitement plus accommodant avec Joe Biden, une approche plus diplomatique dans la guerre commerciale avec la Chine, un retour à une politique d'immigration plus souple pour ses ingénieurs, un soutien à la neutralité du net. Certes, Biden critique la puissance des GAFA et veut rendre les plateformes plus responsables, mais le candidat démocrate ne parle pas de démantèlement, contrairement à la gauche de son parti. Et là où Trump est virulent sur la supposée censure des voix conservatrices sur les réseaux sociaux, Biden, lui, concentre ses attaques sur la propagation des fake news, un sujet que les plateformes sont prêtes à aborder. Surtout, la Silicon Valley n'aura aucun mal à être entendue si ce n'est écouté. Les présidents de Microsoft et Alphabet, le directeur des affaires publiques d'Amazon sont quelques-uns des proches de Biden, sans parler des anciens de la tech qui garnissent ses équipes de campagne. Et les GAFA, Google en tête, qui sont dans le top 10 de ses donateurs, viendront rapidement réclamer leur dû. Dominique Simonet, journaliste auteur des Secrets de la Maison-Blanche. Quand on voit tout ce qui se passe autour des GAFA, les résultats records aussi qu'ils font en bourse, est-ce que d'abord Trump y est pour quelque chose ? Et il y a c'est beaucoup opposé quand même aux GAFA. Et puis, est-ce qu'ils ont aujourd'hui une influence là dans ces élections ? Rapidement. Je crois que le Covid y est pour quelque chose. Ils ont bénéficié absolument de la pandémie. Ce sont ceux qui ont bénéficié le plus de ça. Mais vous savez, à l'origine, ce sont des jeunes démocrates libéraux. Maintenant, ce sont des capitaines d'industrie. Ils veillent à leur image. Ils sont tout puissants. Ils ont du mal à reconnaître leurs responsabilités. Et c'est un peu leur problème. Cela dit, effectivement, ils pourront très bien travailler avec Joe Biden, qui lui aussi est un modéré, qui n'est pas du tout prêt à taper sur les GAFA, parce que c'est une économie absolument fondamentale pour les États-Unis. Il y a une chose que je voulais rajouter sur ce qui a été dit tout à l'heure. Allez-y. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'élection en partie du Congrès et notamment du Sénat. Et c'est vrai que pour la bourse, par exemple, que le Sénat passe démocrate alors qu'il est actuellement à faible majorité républicaine, c'est très important, parce que un président Biden qui n'aurait pas le Sénat va avoir du mal à gouverner. Donc ça, c'est pas très bon. Effectivement, ça rentre dans cette zone d'incertitude dont on parlait tout à l'heure et que effectivement Wall Street n'aime pas beaucoup. Ouais. Merci beaucoup Dominique Simonet. Je vais terminer avec vous en une minute, John Plassard. Malheureusement, on n'a plus le temps. La Fed, elle a été au cœur aussi de l'actualité économique des derniers mois, des dernières années. Elle a donné le meilleur d'elle-même pour aider, pour encourager le marché. Elle va devoir continuer, quoi qu'il arrive. Exactement. Depuis le déclenchement de la crise, elle a acheté pour plus de 3 000 milliards de dollars d'actifs. On imagine ici, parce qu'il faut rappeler que la Fed va se réunir ce jeudi, on imagine ici que s'il devait y avoir une volatilité extrême et un recomptage des voix et que ce soit le véritable chaos sur les marchés, on peut imaginer, contrairement à ce que pense le consensus, c'est que la Fed va à nouveau agir pour stabiliser le marché, alors que le consensus pariait sur décembre. Donc son rôle va être extrêmement important dans ces élections présidentielles américaines aussi. Bon, et d'un mot de conclusion, vraiment, chacun, John Plassard pour commencer, et puis ensuite Sylvie Matelli, Dominique Simonet, à quelles conséquences de cette élection américaine on doit s'attendre, John Plassard peut-être sur les marchés européens, et puis plus largement sur le business entre les États-Unis et la France et l'Europe, en 2 mots. Alors, je dirais que ça ne va pas beaucoup changer si Trump reste au pouvoir. Ça va être plus important, les variations vont être plus importantes sur les marchés émergents et notamment sur la Chine, où on verra que si Biden passe, eh bien, ça pourrait être un certain soulagement, en tout cas sur le court terme. Sylvie Matelli. Effectivement, je crois que tous les marchés partout dans le monde parient sur l'élection de Biden et souhaitent l'élection de Biden. Néanmoins, il ne faut pas minimiser non plus les risques post-élection, à la fois liés par les clivages dont on a parlé, qui peuvent déchaîner la violence aux États-Unis et être problématiques pour les marchés partout dans le monde, mais également le fait que Joe Biden, en matière de politique étrangère, n'aura pas une politique étrangère radicalement différente de celle de Trump, et donc la déception risque d'être forte dans les mois qui viennent. Dominique Simonet, vous, comment vous voyez la suite ?
Écoutez, avec Joe Biden, on aura sans doute des relations internationales plus apaisées, un rétablissement du jeu des alliances. Les États-Unis pourraient retrouver une certaine unité démocratique, mais effectivement, malgré tout, l'Amérique va mal. C'est une Amérique divisée, c'est une Amérique qui change. Le plus important, je pense, ce serait de retrouver une stabilité qui apaiserait l'économie et qui on pourrait retrouver des formes d'échanges internationaux plus corrects. Mais tout ça dépend effectivement de la configuration politique qui va se dérouler après le 3 novembre. Et on suivra ça sur BFM Business, bien sûr. Merci beaucoup à tous les trois. Dominique Simonet, journaliste auteur des Secrets de la Maison-Blanche. John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabeau. Et Sylvie Matelli, économiste, directrice adjointe de l'IRIS, qui était avec nous pour commenter tout ça en direct.